Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre émission Faisons bosser le boss, où nous essayons à chaque fois de vous faire découvrir un nouveau métier qui peut vous intéresser, voire même vous inspirer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier que beaucoup de personnes connaissent, mais pas forcément le contenu du métier dans son ensemble. C'est un métier qui demande une rigueur en permanence parce qu'il faut gérer de grandes responsabilités, particulièrement dans la gestion d'un ministère. C'est un métier, ou plutôt on peut dire un poste que très peu de personnes atteignent dans un pays. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir le poste de secrétaire permanent du gouvernement. Et nous avons l'immense plaisir et honneur d'accueillir avec nous aujourd'hui sur notre plateau un boss. Oui, parce qu'il est le secrétaire permanent du ministère de la Jeunesse et des Sports à l'île Maurice. Mobarak Boudan, assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci d'être avec nous. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un secrétaire permanent sur notre plateau, donc nous allons essayer d'en profiter au maximum, pas en permanence, mais le temps de cette émission. Certainement. Alors, juste avant l'émission, j'étais en train d'un petit peu d'interagir avec mes collègues du plateau en se disant, mais le poste, la terminologie de secrétaire permanent, est-ce que c'est une terminologie que peut-être le monde de l'Afrique ou le monde francophone peut connaître? Parce que c'est quoi ce métier exactement pour que peut-être les gens puissent mieux comprendre? En fait, le terme qu'on se sert à Maurice, c'est Permanent Secretary. En anglais. En anglais. Anglophone, Oui. parce qu'on est dans un pays anglophone. Et ça coule de choses que cela devient secrétaire permanent. Oui. Mais dans la logique des choses, si on veut être dans la francophonie, le terme, la personne s'appellerait le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et dans les pays francophones, on dit DIRCAB. D'accord. C'est un diminutif qu'on se sert pour appeler la personne qui est responsable d'un ministère. D'accord, très bien. Donc, on peut dire d'une façon très simple, en terminologie ouverte à tout le monde, c'est le numéro 1 du ministère, au-delà du ministre lui-même. Oui. En quoi consiste ce métier dans la vie de tous les jours? En fait, comme vous l'avez dit, dans un ministère, il y a un ministre qui est, lui, le responsable politique du ministère. C'est lui qui nous donne la vision du gouvernement qui est en place et la politique de l'État concernant spécifiquement le domaine de la jeunesse et des sports, c'est la vision du ministre et du gouvernement, c'est lui qui nous le donne. Mais vous avez aussi la personne qui est responsable hiérarchiquement de l'administration de ce ministère. C'est-à-dire que sous la Constitution, parce que le poste de directeur de cabinet est un poste constitutionnel, sous la Constitution, cette personne-là est le responsable du ministère, mais il est aussi ce qu'on appelle le accounting officer, c'est lui qui rend compte au Parlement de toutes les dépenses, et des postes de dépenses qui sont sous son ministère, les dépenses, c'est lui qui est la personne qui est responsable. Donc toute la gestion du ministère, le personnel, et il donne des conseils au ministre, il conseille le gouvernement, et c'est lui qui en est responsable et qui est comptable. D'accord, donc vous avez votre lien, ce qu'on peut dire votre chef direct, c'est le ministre. D'une certaine façon, oui, mais hiérarchiquement dans le gouvernement, nous avons une personne qui s'appelle le secrétaire au cabinet et chef de la fonction publique. Lui, c'est mon responsable hiérarchique administratif. Mais mon chef politique, c'est le ministre. Et bon, maintenant on comprend un peu mieux ce métier-là. C'est un métier, un des plus hauts, ou sinon le plus haut qui existe dans la fonction publique. Mais combien de temps on doit faire pour pouvoir atteindre ce poste? Par exemple, vous, ça fait maintenant combien de temps que vous êtes dans la fonction publique et en combien de temps vous avez pu atteindre à cette position? Moi, j'ai rejoint la fonction publique en janvier 1978. Ce qui fait que l'année prochaine, cela va faire 40 ans que je suis dans la fonction publique. Vous ne les faites pas? Oui, je ne le fais pas. Ça, c'est sûr. Merci pour le compliment. Oui. Mais le poste de secrétaire permanent, vous pouvez l'atteindre après peut-être 30 ans de service et de travail assidu, dur. Mais il y a différentes étapes à franchir. Ce qui est important de savoir, c'est que la fonction publique mauricienne se comprend de 85 000 fonctionnaires. Et une personne qui devient secrétaire permanent ou directeur de cabinet, cette personne-là, il n'y a pas plus d'une trentaine de personnes, parce qu'il y a à peu près une trentaine de ministères, donc pas plus d'une trentaine de personnes qui sont promues avec les années d'expérience, les compétences nécessaires, mais quelquefois les examens aussi.
Oui, parce que le message que vous êtes en train de passer, ce n'est pas forcément la longévité qui fait qu'on a ce poste-là, mais c'est tout un, je dirais, une formule d'éléments qui arrivent pendant la carrière. Là, ça fait une quarantaine d'années quand même, vous êtes dans la fonction publique. J'ai envie de vous poser la question quand même, c'est quel genre d'études nous devrions faire pour pouvoir justement aspirer peut-être un jour à rentrer dans la fonction publique et peut-être même avoir les plus hautes fonctions de ce gouvernement. Pour aspirer à devenir secrétaire permanent, une personne devrait se joindre à ce qu'on appelle le cadre administratif de la fonction publique. Ce cadre, c'est l'élite de la fonction publique et je dirais le point d'entrée, c'est là où la personne devient ce qu'on appelle assistant secrétaire permanent. Et puis, il gravit les échelons. En termes de qualification, pour qu'une personne puisse aspirer à devenir assistant secrétaire permanent, il devrait avoir ce qu'on appelle un undergrad, c'est-à-dire un degré, une licence pour les pays francophones. Et puis, il peut se perfectionner, avoir d'autres, un master, un PhD et un doctorat. Mais moi, ce que j'ai fait, quand j'ai rejoint la fonction publique, c'était, et quand j'avais 19 ans, j'ai rejoint la fonction publique comme un simple, on dirait, un clerk, et puis j'ai gravi les échelons. Mais en parallèle, je me suis perfectionné et j'ai acquis des diplômes, des certificats professionnels et académiques qui font que j'avais les compétences nécessaires, que ce soit en termes d'expérience, que ce soit en termes d'ancienneté, mais que ce soit en termes de diplôme et de capacité de travail, ce qui fait que j'ai été promu au poste de secrétaire permanent en avril 2015. Et si je vous dis, parce que maintenant vous avez l'expérience personnelle grâce à Allah d'avoir atteint ce stage-là, quelle est selon vous la formule ou bien les 1, 2 ou 3 conseils que vous partagerez pour pouvoir peut-être, comment dire, encourager ou bien conseiller nos téléspectateurs pour peut-être atteindre ce genre de position? Et il faudrait avant tout que je puisse faire une différence entre ceux qui travaillent et qui fonctionnent dans le secteur privé et ceux qui fonctionnent dans la fonction publique, dans le secteur public. Donc, si une personne veut rejoindre la fonction publique, il devrait savoir qu'il y a des points d'entrée. Par exemple, moi, j'ai commencé au plus bas échelon de la fonction publique et puis j'ai gravi les échelons. Mais il y a aussi des points d'entrée dans le cadre administratif, c'est-à-dire avoir un degré, et participer aux examens d'entrée, se qualifier et passer des entrevues et devenir ce qu'on appelle l'adjoint au chef de cabinet, c'est-à-dire un assistant permanent secretary. À partir de là, la personne devrait être une personne compétente, une personne qui travaille dur, assidûment, mais aussi maîtriser ses dossiers. Donc, c'est tout un ensemble de qualités qu'une personne devrait avoir, parce que, comme je vous ai dit au début, il y a 85 000 fonctionnaires, il y a des gens qui sont de l'extérieur, qui postulent et qui veulent devenir cadres dans le secteur public, et puis gravir des échelons, mais il y a aussi 85 000 personnes qui sont en attente et qui voudraient eux aussi gravir ces échelons-là et devenir chef de cabinet ou peut-être diriger une institution publique. Mais pour le devenir, il faudrait s'armer et avoir les compétences nécessaires. Donc, la patience, l'assiduité, la discipline dans le travail et, je dirais aussi, une maîtrise totale de son dossier. J'ai l'impression que vous résumez bien vraiment les éléments que l'on doit avoir pour avoir une carrière réussie, non seulement dans la fonction publique, mais je pense dans le monde professionnel en général. Nous allons maintenant passer à un jeu de questions. Okay, nous allons vous présenter des chapeaux et chaque chapeau a une certaine signification, un sujet, un thème. Et naturellement, nous allons vous poser des questions par rapport à ce thème-là. Donc, nous allons commencer avec le premier chapeau. Êtes-vous prêts? Sûr. Très bien. Alors, généralement, tous nos participants savent de quoi on va parler quand on monte ce genre de chapeau. Vous avez une idée? Oui, c'est un chapeau qu'on met quand on a ses diplômes et on va dans des cérémonies de remise de diplôme. Alors, généralement, on parle d'éducation, de certification quand on a ce genre de chapeau. Dans cette émission, nous allons poser un autre type de question. Si vous étiez secrétaire permanent au ministère de l'Éducation, quel changement le plus fou ou bien vous auriez suggéré à votre ministère ou à votre ministre? Et le changement que j'aurais suggéré, c'est que
il y a actuellement dans le ministère de l'Éducation une réforme qui se fait actuellement. C'est-à-dire que nous bougeons vers ce qu'on appelle le 9-year schooling. C'est-à-dire que l'école maintenant sera sur une durée de 9 ans. Moi, je pense que la meilleure chose qui devrait être faite, c'est que les jeunes enfants devraient aussi pratiquer une éducation physique et allier l'éducation et l'éducation, c'est-à-dire le côté physique, c'est-à-dire faire des exercices physiques. Et je dirais aussi, si ce serait possible, c'est de leur donner un extracurricular activity qui ferait d'eux des meilleurs citoyens dans le temps, mais pas de produire que des génies ou peut-être des gens qui sont des monstres académiques, mais qui à la fin, quelquefois, vous trouvez que cela n'apporte rien à l'État dans son ensemble. Donc moi, je dirais qu'il faudrait marier les deux, c'est-à-dire l'éducation académique, mais aussi la partie physique, parce qu'on dit mens sana in corpore sanos. Oui, je pense que quelque part, c'est une leçon de vie aussi, c'est-à-dire s'assurer qu'ils deviennent des citoyens modèles, utiles à la société en général, utiles pendant le travail pour l'économie, utiles en dehors du travail pour eux-mêmes et pour la société. C'est un concept intéressant. Donc nous allons maintenant passer au deuxième chapeau. Merci. Alors ça vous inspire quoi comme... C'est le chef qui, dans une cuisine, dirige toute une équipe pour faire des menus et des... J'ai l'impression que vous allez souvent au restaurant. Non, je plaisante. C'est exactement cela. Donc, entre repas et réunion, que privilégiez-vous? J'aurais privilégié les deux, mais je n'ai pas le temps pour le repas. Donc, je suis obligé à être dans toutes les réunions, presque toute la journée, et je sacrifie à ce moment-là le repas. Ah, donc le repas, malheureusement, passe en deuxième temps. Certainement. Ça doit être quand même une fonction qui occupe, toute votre journée définitivement, mais est-ce que cela veut dire aussi quand vous rentrez chez vous, vous êtes aussi secrétaire permanent ou bien vous redevenez Mobarak Boudan? Vous l'êtes toujours au travail, mais oui, je vous le dis et je vous fais une confidence. Oui. Je me lève à 3h30 et c'est non-stop jusqu'à 11h tous les jours. Ah. Un secrétaire permanent n'est pas secrétaire permanent pendant les heures de bureau. Il reste secrétaire permanent pendant toute la durée, c'est-à-dire 7/24. Je vous donne un exemple. Quand j'étais au ministère de l'égalité du genre, je dormais avec mon cellulaire à côté de moi parce qu'à tout moment, je pouvais avoir des appels téléphoniques où il y avait des enfants qu'on devait retirer pour placer dans des abris pour enfants. Et moi, je devais donner mon aval pour que ces enfants-là puissent être retirés. Donc, je dormais avec mon cellulaire et j'ai eu cette habitude de dormir avec mon cellulaire à côté. Parce que les décisions viennent de vous, donc vous êtes obligé de rester à l'écoute. Si je peux aussi vous dire, par exemple, si je pars en mission, un ministère ne peut pas rester sans ministre et sans secrétaire permanent. Oui. Donc, même si je suis en mission, il y a une personne qui me remplace et c'est du 24/7. C'est du 24/7. Oui. Alors, nous allons passer maintenant au troisième chapeau. Donc, un chapeau que vous connaissez. D'après vous, quel type de questions on pourrait vous poser? C'est une personne qui est sur un chantier et qui se protège avec ce casque. Oui. Donc, c'est à ce moment-là la personne qui met la main à la pâte. Vous avez raison de dire cela, parce que la question est liée à cela. Est-ce que vous ne faites que déléguer ou êtes-vous aussi sur le terrain pour accomplir les tâches dures? Et je vous réponds parce que je suis un suivant du saint prophète de l'islam, Hazrat Mohammed sallam. Je sais que le saint prophète, lui, dirigeait avec l'exemple. Oui. Moi, je pratique ce qu'il avait fait. Oui. Donc, je suis la personne qui est toujours devant et mes officiers à l'arrière. Je suis le bouclier, je leur dis toujours, je suis votre bouclier, restez derrière moi, vous serez protégés. Donc, je guide, je dirige mes officiers en étant à la tête de mon organisation, mais pas en étant derrière et déléguer les gens devant. Donc, je mets la main à la pâte et je travaille de concert avec mes officiers. Mais il y a certaines choses que je dois concéder que mes officiers savent faire mieux que moi. À ce moment-là, je laisse le soin à l'officier de le faire parce qu'il va le faire mieux que moi. À ce moment-là, je m'occupe des choses que moi, je sais faire mieux que mes officiers. Mais à la fin de la journée, la responsabilité, je dois rendre des comptes, c'est moi qui prends la responsabilité. Donc c'est un concept intéressant, important, que je pense que vous adoptez. Et je pense que quelque part, c'est apprécié par votre ministère et les personnes qui travaillent sous vous. Nous allons maintenant vers le
Prochain chapeau. Une question casquette. Donc, bon, il y a plusieurs interprétations. Je vais vous dire la question. Est-ce que vous êtes appelé à porter plusieurs casquettes dans votre métier? Oui, et actuellement, je le fais. Et premièrement, je suis le directeur de cabinet. Deuxièmement, il y a dans 2 ans, nous aurons les Jeux des îles de l'océan Indien qui vont se tenir à l'île Maurice. Donc, je préside une organisation qui s'occupe de la rénovation de toutes les infrastructures. Et pour l'organisation des Jeux des îles, je suis aussi membre du conseil d'administration d'une compagnie de l'État qui s'appelle la Mauritius Multisports Infrastructure Limited. On construit un complexe sportif et de grande envergure et de niveau international qui va nous coûter presque 3,2 milliards de roupies, c'est-à-dire à peu près 75 millions de dollars américains. Et je suis aussi le premier vice-président du comité d'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien. Donc, en sus du fait que je suis le secrétaire permanent, mais tout ce qui touche au sport dans son ensemble, j'ai une maîtrise et j'ai aussi des responsabilités, mais dans différentes positions. Alors, je trouve que vraiment, c'est très large. On ne parle pas vraiment de une ou deux ou trois casquettes. Ça peut être très large. Quelque part, très passionnant, je suppose, parce que à ce moment-là, ça vous donne pas mal d'ouverture. Nous allons passer maintenant au prochain chapeau, que dans la fonction publique, vous devrez connaître. Ok, mais d'après vous, ça inspire quoi comme type de question? C'est la personne qui prend les décisions et qui fait le policier, c'est-à-dire, et quelquefois prend des contraventions et administre aussi le bâton vis-à-vis des officiers. Et quelque part, c'est vrai, parce qu'on parle soit en termes de boss, c'est-à-dire en termes de patron avec cette casquette, soit en termes de discipline. Mais avec vous, on a évolué les questions parce qu'il n'y a pas beaucoup de secrétaires permanents à l'île Maurice et dans les pays aussi, c'est restreint. Donc, on a posé cette question-là. Est-ce qu'en tant que secrétaire permanent, vous êtes nécessité d'avoir une protection policière? Non. Je n'ai pas de nécessité d'avoir une protection policière parce que la façon dont j'opère, c'est je travaille dans le consensus. J'essaie de rallier tout le monde autour de moi. J'ai certainement des différends avec plusieurs personnes, mais ce sont des différends professionnels, non pas des différends personnels qui nécessiteraient que j'ai une sécurité policière. Mon travail consiste à rallier tout le monde autour d'un projet, fédérer le monde, le sport fédère les gens. Donc mon travail, c'est fédérer les gens beaucoup plus que de les éloigner et de créer des ennemis. Mais dans le monde du sport, nous essayons de créer des armées beaucoup plus que des ennemis. Donc, je n'ai pas nécessité d'avoir une protection policière. Et en parlant de cela, est-ce que vous avez une forme de compétition entre les différents secrétaires permanents? Je pense que j'anticipe sur une question qui va venir par la suite, mais est-ce que vous avez ce genre de... Non, il n'y a pas de compétition comme telle parce que chacun d'entre nous, nous sommes dans des ministères différents avec des missions qui sont différentes. Mon mandat, c'est beaucoup plus le sport et la jeunesse. J'ai peut-être un autre collègue qui se trouverait dans le ministère de l'Agriculture. Sa mission est différente de la mienne, mais à la fin de la journée, il gère son ministère. Son job est un job constitutionnel, il est le responsable, mais une mission différente. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'au niveau du cabinet de secrétariat, comme je dirais, avec le chef de la fonction publique qui est là, nous sommes, et je dirais, mesurés. Notre performance est mesurée. Et il y a plusieurs, je dirais, critères qui sont utilisés. On appelle ça le EPMR, c'est-à-dire Executive Performance Management Review. Donc, le secrétaire permanent est jugé par son chef hiérarchique, mais pas une forme de compétition, mais beaucoup plus en termes de ses performances, pour voir s'il y a la possibilité pour une personne un jour de devenir chef de la fonction publique et de juger sur ses compétences et sa maîtrise de ses dossiers. Très bien. Donc nous allons maintenant passer au prochain chapeau. Ça vous inspire quoi? Et célébration, faire le pitre et un peu le clown. Je pense que ça va être lié aux célébrations. Ok. Fêtez-vous les exploits de votre ministère après chaque grand succès? Laissez-moi vous dire ce que je fais au niveau du ministère. Tous les jours, j'ai une liste que ma secrétaire me fait savoir le jour de l'anniversaire de mes officiers. Et je prends 10 minutes le matin et j'appelle personnellement mes officiers pour leur souhaiter bon anniversaire. Chaque dernier vendredi du mois, je fais une petite cérémonie au niveau du ministère, je l'appelle l'anniversaire du mois, où tous les officiers de mon ministère, nous avons 420 en tout,
qui ont célébré leur anniversaire pendant le mois courant viennent au ministère. J'ai un gâteau, moi-même et le ministre, nous les recevons. On fête l'anniversaire de nos officiers pendant le mois. Je peux vous dire quelque chose, ça a été extraordinaire. Des gens qui pleuraient. Et j'envoie aussi une carte pour souhaiter bon anniversaire. Une personne est venue me dire un jour, quand j'ai reçu la carte, j'ai sauté dans la maison et j'ai dit à tout le monde, j'ai reçu ma carte d'anniversaire avec la signature de mon secrétaire permanent et de mon ministre. J'assiste à tous les mariages de mes officiers. Ah, c'est important. Si mes officiers, par exemple, ils ont un succès académique ou professionnel, une petite célébration. Par exemple, j'ai une personne qui a été promue et qui est partie en Angleterre prendre une position dans l'ambassade de Maurice en Angleterre. On a fait une petite fête pour la personne, pour lui dire combien on a apprécié. Et aussi, si jamais j'ai un officier qui a des difficultés ou qui est souffrant, encore une fois, je me suis servi d'une tradition prophétique qui disait que pour un corps, si le doigt a mal, le corps entier souffre. Donc, si j'ai mes officiers qui sont en difficulté, qui sont malades, je aide, le ministère aide, et moi-même, je m'implique personnellement pour aller au médecin, pour aller à la famille, de voir dans quelle mesure on peut aider. Donc on voit bien qu'il y a cet élément de s'assurer que les employés se sentent bien, se sentent accompagnés. Et quelque part, je pense que ça apporte une valeur ajoutée dans votre leadership et une productivité aussi dans le ministère, parce qu'en général, ce genre de célébration ou bien d'attention, je pense, est assez touchant. Nous allons maintenant voir le prochain chapeau, un chapeau que tout le monde connaît dans le monde musulman. Et nous allons poser une question liée à la religion. Est-ce que la religion joue un rôle important dans votre métier? Certainement. Et pour moi, la religion, avant tout, est primordiale. C'est-à-dire que, en tant que musulman, je dois donner l'exemple. Donc, tous les principes islamiques que moi, j'ai acquis, j'ai cultivé, que j'ai appris, et qui m'a aidé à grandir comme une personne, je mets en pratique au niveau de mon ministère. Et j'essaie, autant que faire se peut, d'inculquer cette pratique parmi mes officiers, tout en ne le disant pas que c'est un principe islamique, parce qu'à ce moment-là, on va dire que je suis en train de convertir le ministère. Mais je pratique ma religion et aussi j'essaie d'avoir une éthique islamique qui se fait au niveau de mon ministère. Par exemple, je n'apprécierais pas que les gens mentent. J'essaie de promouvoir le concept de la vérité, d'avoir une éthique, par exemple, d'empêcher à ce que les gens fassent des trucs qui sont, je ne dirais pas islamiques. Mais oui, certainement, la religion a une influence, je dirais, prépondérante sur ma façon de gérer mon ministère. D'ailleurs, on vous félicite aussi en tant que musulman d'Ahmadi, dans cette île Maurice quand même, d'avoir quand même atteint ce rang. C'est un honneur pour vous-même et c'est un honneur pour notre communauté aussi. Donc, on va maintenant passer au prochain chapeau. Au prochain chapeau avec des X, ok. Donc, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc. Vous devrez choisir. Je prends bonnet blanc. Bonnet blanc. Je pense que c'est celui-là. Ouais. Ok. Donc, bon, je venais de vous poser cette question-là concernant la compétition entre les secrétaires permanents. Donc, peut-être on va prendre blanc bonnet si ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'un secrétaire permanent l'est aussi une fois qu'il est rentré chez lui? Mais visiblement, on l'a aussi adressé, les deux questions. Donc, quelque part, vous avez pu y répondre. Mais d'un point de vue général, hein, lorsque on parle, enfin, l'idée de cette question, c'est un petit peu mettre une dose humoristique dans cette émission aussi. Dans votre métier, est-ce que vous sentez que c'est quand même un métier où on a des moments où on s'amuse, on a de l'humour, ou bien ça reste quand même un métier très rigide dans les réunions, ça reste très sérieux? Et laissez-moi vous dire quelle est ma mission en tant que secrétaire permanent. Je le dis et je le répète à tous ceux qui me côtoient. Pour moi, ma mission, c'est de win, c'est-à-dire de conquérir. Et en tant que responsable d'un ministère, ma mission, c'est de conquérir le cœur de mes officiers. Parce qu'une fois qu'une personne est amoureuse ou amoureuse de moi,
cette personne-là va faire n'importe quoi. Je le dis dans le sens administratif. Donc, pour moi, ce n'est pas la rigidité qui va faire de moi un meilleur leader, mais d'être flexible, d'être compatissant et aussi de faire des conneries ensemble avec mes officiers, de les taquiner, ce qu'on dit en anglais « pulling their legs », et de faire tout. Parce que moi, je dis qu'une personne, quand il arrive dans mon ministère, il doit se sentir bien, qu'il passe une bonne journée quand il part le soir, qu'il se sent bien et qu'il veut retourner le lendemain matin. Si j'insulte l'officier et que je pratique une politique de rigidité, mais l'officier va se sentir stressé et à ce moment-là, il n'est pas productif. Donc, oui, il y a beaucoup de moments où je suis en train de rigoler avec mes officiers. Et ça, je le fais sans et que cela ne me diminue et en termes de respect, en termes de compétences ou en termes de façon de faire. Quelque part, je suis un peu chanceux que vous ne m'ayez pas taquiné pendant cette émission. Mais je pense que si vous l'auriez fait, c'est pour me déstresser aussi quelque part. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Moubarak Boudane, d'être venu avec nous sur ce plateau, d'avoir partagé avec l'audience et les spectateurs le métier, le poste que vous occupez, un poste assez rare en termes de personnes qui l'occupent, et de nous faire découvrir un peu plus, au fait, ce métier, ce poste au jour le jour, pour que peut-être des jeunes qui sont en voie de chercher un travail, ou voire même d'autres personnes qui sont dans la fonction publique, peuvent être inspirées de suivre votre parcours. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous arriverons à la fin de cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez envoyer vos questions ou bien vos suggestions de métiers sur le email allonsbosser@gmail.com. Avec ces quelques mots-là, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous dis de bien bosser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.